Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nouvelle semaine, nouvelle session d'information. Bienvenue au journal. Sous la conduite du parti Les Démocrates, l'opposition a mis sur pied un cadre de concertation. Ce creuset politique entend fédérer les efforts pour faire face à ce qu'elle qualifie de velléité de machination de la mouvance présidentielle dans le cadre des élections générales de 2026. Quel avenir pour ce creuset mis sous les fonds baptismaux pour réaction de quelques citoyens à retrouver retour sur les temps forts de la cérémonie de clôture de la 16e session de formation des magistrats des juridictions des États membres francophones qui a connu son épilogue ce 7 novembre 2024. En somme, les participants repartent satisfaits de l'organisation des travaux. À suivre le message du Premier ministre mauricien qui concède sa défaite aux législatives de ce lundi 11 novembre 2024. Voilà pour le sommaire. Des partis et mouvements politiques de l'opposition mis en place ce dimanche 10 novembre 2024, un cadre de concertation de l'opposition. Il s'agit d'un creuset d'échange visant une unité d'action au sein des forces politiques qui sont contre le mode de gouvernance de la rupture. Au lendemain d'une telle initiative qui s'inscrit dans le cadre des élections générales de 2026, quelques citoyens rencontrés dans la ville capitale se sont prononcés. Si pour gérer toute une nation, il faut nécessairement un moyen politique idéal, je pense que c'est leur façon de voir qui peuvent recadrer comment on appelle la gouvernance actuelle et un jour prendre la gestion de ce pays. Il ne faut pas oublier que un jour, eux-mêmes, ils auront le pouvoir, ou bien dans le passé, ils avaient déjà le pouvoir. Et ils ont déjà su que dans les rouages du pouvoir, ce n'est pas facile, même pour la mouvance ou bien pour le chef d'État. Donc, lorsqu'on veut mettre un cadre idéal, il faudrait qu'on y pense et mettre un cadre qui permettra réellement à son vis-à-vis, c'est-à-dire la mouvance, celui qui a le pouvoir exécutif, de mieux écouter et d'accepter également que ce cadre soit légal dans le pays. Bon, ça serait un échec, puisque le système qui est propre, comme on appelle aux Occidentaux, est propre à leur réalité et à leur culture. Mais nous ne sommes pas de cette culture. Et si nous voulons utiliser leurs moyens pour se développer, bon, on va s'attarder. Parlant du Bénin, vous savez, l'opposition n'a pas le choix. Elle ne peut que définir sa stratégie par rapport au régime qui est là actuellement. Et est-ce que le régime qui est là en place permet véritablement à ce que nous ayons une opposition franche, dynamique? Je ne pense pas. Et donc, moi, je ne les en veux pas. Après avoir réfléchi, c'est ce qu'elle a trouvé, cette opposition a trouvé donc comme stratégie et est en train de mettre en place. Je pense que c'est comme, je dirais, des assemblées où forcément il va y avoir des décisions qui seront prises pour mieux peaufiner donc les stratégies dans le cadre des élections générales à venir. Mais ce qui est un peu dommage dans ça, c'est que ça va être également au sein de ce cadre que vous verrez des badauds vont sortir pour aller vendre encore la mèche à l'autre camp. Et dommage pour cette opposition-là. Donc je crois que s'il faut dire, est-ce que cette stratégie va payer, ce serait très tôt de penser que oui, elle va payer. Mais aussi, on ne peut que vraiment encourager l'opposition si on veut vraiment que le jeu de la démocratie soit vraiment un jeu ouvert. Quand on parle de FCBE, on sait très bien que c'est Paul Hunkwe. Quand on parle de Paul Hunkwe, fut le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition. Voilà. Et on sait par quel chemin
il est arrivé donc à occuper cette position, ce poste-là. Ce serait difficile aujourd'hui de dire que les FCBE sont dans l'opposition ou sont dans la mouvance. C'est compliqué au fait leur position. Et quand on parle aujourd'hui du parti restauré de l'espoir, c'est quand même Candide Azanaï. Et quand on parle de Candide Azanaï, on sait très bien qu'il a eu à faire des sorties. À la limite, incriminer donc la stratégie de l'opposition actuelle. Et je ne vois pas comment, même si c'est une bonne chose ce que cette opposition est en train de faire aujourd'hui là, je ne vois pas comment Candide Azanaï pourrait donc cautionner cela. Ça montre déjà une faiblesse. En tout cas, la mouvance là, elle se réorganise bien. Et le peuple est là pour juger. L'opposition n'a qu'à savoir comment se comporter. Nous voulons un programme. Ce n'est pas se réunir. On veut un programme. Quand moi je lis leurs concertations, ils sont là pour dire rien n'est bon là. Moi je ne comprends pas. Stratégie, pas stratégie. Bon, la mouvance se réunit. Chaque fois, les partis de la mouvance se réunissent. Les partis de l'opposition aussi peuvent se réunir. Ce n'est pas un problème. Mais la meilleure là, c'est le peuple qui le dira. Ce n'est pas les partis de l'opposition, c'est le peuple béninois qui saura en son temps ceux qui se sont bien réunis pour bien faire. Direction Assemblée nationale, un atelier consultatif des parlementaires relatif aux travaux de révision du Code du numérique en vigueur au Bénin a permis aux députés de la 9e législature de réfléchir sur sa relecture afin d'adapter la législation aux réalités du monde digital. Les travaux de cet atelier lancé par le 2e secrétaire général de l'Assemblée nationale, David Wensa, visent à respecter les engagements pris par le Bénin à l'international. Latifat Koweno. Atelier consultatif des parlementaires relatif aux travaux de révision du Code du numérique en vigueur au Bénin. La participation de la représentation nationale à ces travaux, organisés dans l'hémicycle le 6 novembre 2024, démontre leur engagement à respecter les obligations internationales du Bénin. Le 7 juillet 2023, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le rapport final du 4e examen périodique universel du Bénin. Sur un total de 258 recommandations formulées par les États pairs, 234 ont été acceptées et soutenues, parmi lesquelles on retrouve plusieurs relatives à la relecture de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, dans sa version modifiée en 2020, composée de 647 articles répartis dans 31 chapitres et 8 livres. Pour le directeur de la session Afrique de l'ONG Internet sans frontières, il incombe aux législateurs d'utiliser leur pouvoir pour garantir au peuple béninois la liberté d'expression et d'opinion. Votre mission de parlementaire et les prérogatives qui y sont rattachées vous permettent en effet de vous saisir des problématiques liées à ces droits spécifiques afin d'en faire une des priorités de vos actions. Cette séance de travail fait suite aux recommandations faites au Bénin lors du 4e cycle de l'examen périodique universel organisé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2023 à Genève. Il y avait été souligné la nécessité de modifier les dispositions du Code du numérique qui restreint de manière excessive la liberté d'expression et les droits numériques, notamment les sections prévoyant des poursuites et des peines d'emprisonnement pour des contenus en ligne. Les activités ont été lancées par l'honorable David Wensa, 2e secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin, qui a invité les députés à participer massivement aux travaux. Le présent atelier vise à renforcer la compréhension de l'ensemble des députés sur notre rôle de protéger les droits humains dans le contexte numérique. Il nous offre l'occasion d'écouter l'avis des experts sur les différentes recommandations faites au Bénin, notamment celles relatives aux dispositions de l'article 550 de la loi 2017-20 portant Code numérique en République du Bénin, en vue des réponses législatives conséquentes. Je voudrais vous inviter à vous engager dans le débat qui suivra les deux communications
et à faire des propositions concrètes qui nous permettront de procéder à l'amendement de notre code numérique conformément au contexte mondial actuel relatif au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Deux communications ont structuré les discussions à l'issue desquelles les représentants du peuple ont souligné la nécessité de réviser le code du numérique du Bénin. Donc c'est à saluer que cet atelier permet aux députés de mieux cerner les contours de la loi pour examiner soit le projet ou la proposition de loi qui viendra sur nos tables dans les moments à venir. Et les recommandations qui ont été formulées, je crois que ce sont des recommandations qui siègent, c'est-à-dire qui viennent à point nommé. Et ça permet effectivement à nous députés de voir que ce code du numérique qui a été voté, je crois bien en 2018, il faut que ce code, on puisse s'asseoir, essayer de voir tout ce qui pourrait permettre à ce code d'être un code, disons, impersonnel. Si dans son application, on constate qu'il y a des insuffisances, c'est toujours bien de revenir pour voir ces insuffisances et voir comment corriger. Grâce à cet atelier, la représentation nationale s'apprête à adapter les lois aux réalités actuelles et aux défis du monde digital. Et puis, les députés sont désormais aguerris pour l'examen et le vote du projet de loi de finances gestion 2025. Un atelier a été organisé à leur profit par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État de l'Assemblée nationale avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement, des organes chargés de la gestion des élections, phase 2. Suivons le compte rendu. Améliorer le niveau de connaissance des députés en matière de lecture et d'examen du projet de loi de finances gestion 2025. C'est la quintessence de cet atelier présidé par Gérard Benochi. Cet atelier vise à renforcer les capacités des députés pour une meilleure compréhension des documents de programmation budgétaire pluriannuelle, accroître les connaissances des députés en finances publiques et surtout les questions relatives au financement des secteurs sociaux, attirer l'attention des députés sur les enjeux économiques et sociaux politiques contenus dans le projet de loi de finances gestion 2025. Au menu de cet atelier, les élus du peuple ont eu droit à 8 communications. Les communications sont portées entre autres sur les thèmes suivants: analyse et appréciation du point d'exécution du budget gestion 2024, cadrage macroéconomique et orientation du projet de loi finances gestion 2025, analyse et appréciation des prévisions budgétaires contenues dans le projet de loi de finances gestion 2025, analyse des prévisions des dépenses de projet de loi de finances gestion 2025 dans l'optique de la budgétisation sensible au genre. Des communications enrichissantes qui ont suscité tout de même quelques inquiétudes et attentes de la part des députés. C'est un grand effort que nous saluons parce que ce n'est pas facile. Est-ce qu'on en arrive à ce point-là? Mais ce qui est un peu regrettable, c'est que ce communicateur, comme les autres d'ailleurs, sont restés comme si nous étions tous des spécialistes. Parce que les deux focus qui ont été mis en évidence, à savoir la satisfaction des besoins spécifiques, et des exemples concrets n'ont pas été suffisamment mis en relief pour permettre aux députés de comprendre ce qui a été fait. Et je pense que pour ce que j'ai entendu, peut-être de façon un peu marginale. Ce que moi j'entends de façon courante, c'est que vraiment nous sommes dans une bonne croissance. Bon, c'est vrai qu'on n'aura pas atteint les 10%, mais c'est bon, on est à 6, on est à 7, on est à 8, etc. Cette croissance, toujours vantée par le gouvernement, par les amis, les supporters du régime, vous proclamez qu'elle est fragile. Je souhaite qu'on nous dise de façon concrète la manifestation de cette fragilité.
L'atelier a permis aussi aux députés d'analyser les prévisions des dépenses de projet de loi de finances, gestion 2024, dans l'optique de la budgétisation sensible aux droits des enfants. Les autres communications ont porté sur les thèmes suivants: identification, analyse et appréciation des mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances gestion 2025. Identification, analyse et appréciation des mesures douanières contenues dans le projet de loi finances gestion 2025. Et enfin, stratégie annuelle d'endettement de l'État pour le compte de la gestion 2025. Faut-il le rappeler, le projet de budget 2025 soumis au Parlement s'établit à 3 551 millions, donc en hausse de 11% par rapport à 2024. Je le disais en titre, démarré le 5 novembre dernier, la 16e session de formation des magistrats des hautes juridictions d'Afrique francophone a connu son épilogue ce 7 novembre 2024. À travers des travaux scientifiques de haut niveau, les participants à ces assises sont désormais mieux outillés pour unir l'Afrique à travers le droit et la justice. Le point avec Faouzia Sefou. 72 heures durant, ces praticiens du droit des hautes juridictions de l'Afrique francophone, réunis au sein de l'AHJF, ont à travers des communications, des experts sur différentes thématiques, échangé sur les bonnes pratiques judiciaires. Ils sont désormais mieux outillés pour façonner la vie démocratique de leurs pays respectifs à travers le droit. Nous devons, en tant que juges des hautes juridictions africaines, façonner la vie démocratique de nos États. Écrire de nouvelles pages, de nouvelles belles pages de l'histoire de nos pays, au prix du sacrifice consubstantiel à tout sacerdoce. Et le juge est bien dans un office de dimension sacerdotale. Nous voici après 3 journées d'intenses échanges au terme des travaux de la 16e édition du dialogue institutionnel qui nous aura réunis comme chaque année sous l'égide de notre réseau ici au siège de l'ERSUMA. Au moment de clôturer nos travaux, je voudrais vous dire très franchement mes sentiments de réelle satisfaction, tant les résultats, les conclusions, les fruits auxquels nous sommes parvenus à l'issue de notre rencontre ont véritablement tenu la promesse des fleurs. Tenu conjointement à l'École régionale supérieure de la magistrature ERSUMA et à la Cour suprême du Bénin, les assises de cette 16e session de formation des magistrats des hautes juridictions membres de l'AHJF ont vu ces objectifs atteints. En témoigne l'adoption du rapport des travaux à l'unanimité des participants. Satisfaits de l'organisation de la session, les participants ont présenté des motions de remerciement à l'endroit des autorités béninoises, de l'Organisation internationale de la francophonie, des communicateurs, des participants et du président du conseil d'administration de l'association. La qualité des travaux est saluée par le premier responsable de l'ERSUMA. Ils restent convaincus qu'ensemble, ils peuvent unir l'Afrique par le droit et la justice. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs et Kinshasa, aux 20e Assises internationales, vous aurez à nouveau l'occasion de faire des contributions significatives et analyser les contributions réelles de la justice au renforcement de l'état de droit. Le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassia Dossou, très satisfait de la qualité des travaux, a félicité et témoigné toute sa gratitude aux participants. Il reste convaincu que les participants, chacun dans son pays respectif, pourra œuvrer pour renforcer et enraciner le droit et la justice en Afrique francophone. Merci de votre détermination à travailler sans relâche à l'atteinte des objectifs que s'est assigné notre réseau à sa création le 10 novembre 1998. Je voudrais me satisfaire de cet état de choses et vous en remercier bien vivement. Je reste dans la ferme conviction que chacun a su tirer le meilleur parti de nos retrouvailles. Mon ardent souhait à présent
est de nous voir procéder à une restitution fidèle des acquis pédagogiques de la session aux collègues restés dans nos pays respectifs. Réussi grâce au soutien financier de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ses participants tournent déjà leur regard vers la prochaine édition. En interactualité, le Premier ministre mauricien sortant, Prafind Kouma Djoknauf, a reconnu lundi 11 novembre 2024 sa défaite aux législatives marquée par des inquiétudes à propos de la stabilité politique et économique d'une telle démocratie les plus stables, les plus riches d'Afrique. Alors que le dépouillement se poursuit dans les 21 circonscriptions, les résultats partiels à la mi-journée annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Naver Ramgoolam, chef du Parti travailliste âgé de 117 ans et ancien Premier ministre. Je cite, « Nous allons vers une défaite ». Et c'est encore plus clair que l'Alliance, le PEP, va vers une grande défaite pour l'ensemble. Fin de citation, a déclaré à la presse Prafind Kouma Djoknauf, âgé de 62 ans. Je cite, « La population a choisi une autre équipe. Je lui souhaite bonne chance. » Fin de citation, a-t-il ajouté. Les vice-premiers ministres principaux alliés de Prafind Djoknauf sont également en difficulté dans leur circonscription. Il semble que la défaite sera une des plus massives de l'histoire démocratique de Maurice. Dans les rues de l'île, les partisans de l'opposition célèbrent déjà le retour au pouvoir de Naver Ramgoolam, 3 fois Premier ministre par le passé. Les électeurs ont privilégié les enjeux quotidiens, à savoir pouvoir d'achat, lutte contre la drogue, respect des institutions. Les résultats définitifs de ces législatives sont attendus. Le Premier ministre sortant s'était présenté fort de la conclusion, début octobre, d'un accord historique entre Maurice et Londres sous la souveraineté de l'archipel des Chagos, vu comme un succès majeur pour le gouvernement mauricien avec plus d'un demi-siècle de litige. Mais son espoir de profiter de cet accord dans les urnes a été rapidement douché lorsque des extraits de conversations téléphoniques d'hommes politiques, membres de la société civile, diplomates et journalistes ont fuité sur les réseaux sociaux courant le mois d'octobre. En réaction, les autorités ont annoncé le 1er novembre dernier le blocage des réseaux sociaux jusqu'au lendemain du scrutin avant de se raviser face à l'indignation de l'opposition et des médias. Inaki Williams est officiellement forfait pour les 2 prochains matchs du Ghana contre l'Angola et le Niger en éliminatoire de la CAN 2025. L'ancien international espagnol a manqué le match des Black Stars contre le Real Valladolid dimanche après avoir contracté une blessure au ischio-jambier quelques jours avant la rencontre. Oui, Mathieu Kolalé-Boko, il s'agit bien sûr d'une blessure au ischio-jambier contractée le 7 novembre et qui ne lui a pas permis de s'entraîner depuis. Peut-on lire dans un communiqué de la Fédération ghanéenne de football. William rejoint Alexander Djikou, Tariq Lamptey, Antoine Semenyo, Jérôme Opoku, Jonas Adjetey et Ibrahim Osman, également forfait pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le Ghana se déplacera pour affronter les Palancas Negras à Luanda le 15 novembre prochain avant de recevoir le Niger à l'Accra Sports Stadium le 10 novembre 2024. Les Black Stars vont entamer leur préparation ce lundi soir. Le Ghana a connu des éliminatoires difficiles pour la CAN 2025 avec 2 défaites et 2 nuls après 4 journées. Il n'a obtenu que 2 points et se trouve actuellement à la 3e place au classement de son groupe. Les Black Stars doivent maintenant s'imposer face à l'Angola et au Niger, déjà qualifiés, tout en espérant que le Soudan s'incline face à ces 2 mêmes adversaires, afin de conserver leur chance de participer au tournoi de l'année prochaine au Maroc. Merci de nous préférer pour vous informer. Retrouvez nos programmes sur nos différentes plateformes digitales en tapant juste Guérit TV Monde.